Rebonjour à tous. Alors, lors de notre dernière vidéo sur les impacts d'objets cosmiques sur Terre, nous avions vu qu'il n'était pas toujours évident de reconnaître les traces d'impact à partir de vues aériennes, car beaucoup de ces structures d'impact sont très érodées ou peuvent être confondues avec d'autres phénomènes. Et là, nous sommes comme des détectives. Il nous faut chercher les indices qui vont nous apporter la preuve, et ces indices, il faut les trouver sur le terrain ou dans les roches après analyse au labo. Et ces roches, on les appelle des impactites, car elles ont été modifiées par l'impact. Alors jusque-là, nous avons surtout parlé des impactites parautochtones, c'est-à-dire de toutes ces impactites en dessous du fond du cratère, qui n'ont pas été éjectées, mais qui ont été déformées à des degrés divers. Alors ce sont des brèches d'impact, des cataclasites et des pseudo-tachylites. Ces roches, elles sont similaires aux roches tectoniques de faille, mais elles sont réparties sur des volumes bien plus importants, et pour décrire de telles roches, eh bien, ce sont les géologues spécialistes en géologie structurale, séisme et en métamorphisme de haute pression, qui sont les mieux armés pour le faire. Maintenant, nous passons de l'autre côté. Nous regardons ce que nous avons dans le cratère et tout autour. Et là, tout est différent, car nous avons des roches qui ont été vaporisées, car nous avons des roches qui ont été liquéfiées, car nous avons des roches qui ont été pulvérisées, éjectées et qui vont retomber jusqu'à des milliers de kilomètres du point d'impact. Et là, pour décrire et comprendre ces dépôts de retombées, il faut faire appel à d'autres compétences, et là, ce sont celles des géologues volcanologues qui sont les mieux armés pour le faire. Car la chute d'un objet cosmique a des objets dévastateurs, et cela a beaucoup de points communs avec le volcanisme explosif terrestre cataclysmique. Alors dans cette vidéo, nous allons reprendre l'exemple de Rochechouart. Vous vous rappelez? C'est l'astéroïde qui est tombé à l'ouest du Limousin, juste à la limite des Charentes, il y a près de 200 millions d'années. Bon, nous à Clermont-Ferrand, à 180 km à l'est de Rochechouart. Bon, ok, nous sommes quand même loin. C'est un objet de près d'1 kilomètre de diamètre qui tombe du ciel sur Rochechouart. Bon, ok, c'est gros, mais bon, on est loin, on risque pas grand-chose. On est des Gaulois, on est dans le pays de Vercingétorix, mais bon, quand même. Eh bien, comme souvent, la réalité dépasse la fiction. Car ce que je vais raconter, cela s'est produit, et ça peut se reproduire, et cela se reproduira, je ne sais pas quand, peut-être dans 1, 10, 20, 30 millions d'années, on ne sait pas où et quand. Alors, on ne connaît pas précisément les dimensions, la masse et la vitesse de chute de l'astéroïde de Rochechouart. Alors, je vais reprendre le calculateur des effets d'un impact céleste, que j'ai déjà utilisé, et on va regarder ce que cela donne. Bon, je vais prendre diamètre 1,5 km, une vitesse de 20 km par seconde, une densité de 3000 kg par mètre cube, et je vais prendre un angle d'impact de 45 degrés par rapport à la surface du sol. Voilà, alors je fais un cratère final de 21 km de diamètre, de plus de 700 mètres de profondeur, cela me fait un volume de 242 gigamètres cubes. Voilà, sur ce volume, j'en vaporise ou j'en liquéfie près de 7 gigamètres cubes de roche, me dit le calculateur. Alors ici, je vais retranscrire les résultats du calculateur, mais dans votre formation de géologue, il est important aussi d'être capable de retrouver des ordres de grandeur. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aussi pour la suite. Alors sur Clermont-Ferrand, que se passe-t-il? Eh bien immédiatement, cela commence par une boule de feu, 20 fois plus grande que le Soleil, et la lumière est 50 fois plus lumineuse que le Soleil. Et cette irradiation, elle va durer pendant près de 5 minutes. Alors, les vêtements prennent feu, nous sommes brûlés au 3e degré, et les brûlures du 3e degré, ce sont les brûlures les plus graves, puisque ce sont des brûlures qui peuvent atteindre le muscle, et nous sommes brûlés en profondeur. Les arbres prennent feu, et les prairies prennent feu. Autre conséquence importante de l'impact, c'est le tremblement de terre. Et ce tremblement de terre, il arrive 36 secondes après l'impact, nous dit le calculateur. Sachant que les ondes sismiques se propagent à des vitesses variables, mais on peut prendre une vitesse moyenne de 5 km par seconde, eh bien on retombe sur le même résultat. Et c'est un séisme à Clermont-Ferrand de magnitude 8,2. Et là, une grande partie des bâtiments qui sont mal construits s'effondrent. Au bout de 3 minutes après l'impact, j'ai quoi? Eh bien, j'ai une pluie de poussière, de débris et de fragments, dont certains peuvent faire plus de 3 cm de diamètre en moyenne.
Et tout cela arrive en gros à une vitesse de 1000 mètres par seconde. Ce sont des vitesses qui sont celles d'obus d'artillerie. Et là, Clermont-Ferrand, c'est devenu un champ de bataille, bombardé par les canons. C'est devenu Verdun. Mais cela n'est pas fini. Nous avons aussi l'onde de choc. C'est le blast dans l'air. Et cette onde, elle arrive au bout de 9 minutes, nous dit le calculateur. Et là, on va prendre la célérité du son dans l'air qui est de 340 mètres par seconde et on retombe sur le même résultat. Le son, en intensité, il fait une centaine de décibels. C'est un grand bang. Vos tympans sont percés. Et ensuite, c'est l'ouragan. Le vent, il souffle à près de 150 mètres par seconde, soit plus de 500 km/h. Bien, voilà pour résumer, l'impact d'un objet cosmique par cet effet, c'est une bombe nucléaire démultipliée. Rochechouart, c'est 250 000 mégatonnes de TNT, soit 5000 fois plus que la Tsar Bomba, qui faisait 50 mégatonnes de TNT et qui a été la plus grande bombe nucléaire que l'homme a fait exploser. La seule différence entre un impact du ciel et une bombe nucléaire, c'est qu'une bombe nucléaire, c'est à la base une énorme quantité de chaleur, délivrée par la fission ou la fusion nucléaire. Un impact cosmique, c'est à la base une énorme quantité d'énergie cinétique, mais qui est très vite transformée en chaleur et en énergie de déformation. Mais les effets aériens en surface sont similaires. Nous avons une boule de chaleur, à plusieurs millions de degrés, de gaz très chaud sous forme de plasma. Le corollaire de cela est la formation d'un nuage en champignon, ce que l'on appelle un pyrocumulonimbus. Et ce sont des nuages qui ne sont pas l'apanage des explosions nucléaires, puisque de tels nuages se développent lorsqu'une grosse quantité de chaleur se crée à la surface du sol, et qui est à même d'aspirer des débris à la surface du sol et de les entraîner vers le haut dans les nuages. Puis c'est la survenue d'un séisme de grande intensité. Puis c'est une pluie de projectiles et des retombées de fragments à la surface du sol. Et enfin c'est une onde de choc violente, un blast suivi par des rafales très violentes. Bien, Rochechouart, c'est Apocalypse Now. Pour résumer, nous avons les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le flash lumineux et la boule de chaleur, puis un grand tremblement de terre, puis un bombardement avec une pluie de débris, et enfin un blast suivi d'un ouragan. Et le jour d'après, eh bien Clermont-Ferrand, c'est cela, une ville dévastée et ravagée. Maintenant, continuons et voyons les analogies d'un impact avec une éruption volcanique. Et là, je montre ces petits dessins du Bureau de recherche géologique du Canada et qui nous montrent la formation du cratère de Sudbury. On voit que l'impact a toutes les caractéristiques d'une éruption volcanique cataclysmique. Il y a du magma, il y a des ondes de choc de compression et de décompression, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Il y a des séismes et des tsunamis. Il y a du matériel fragmenté, pulvérisé et éjecté dans l'atmosphère avec des paquets de lave. Et il y a toutes les caractéristiques que l'on retrouve dans le volcanisme plinien, c'est-à-dire le volcanisme terrestre le plus puissant, avec un panache plinien, des nuées ardentes, des pyroclastes, autrement dit des écoulements et des déferlantes pyroclastiques. Et après le cataclysme, voilà ce que cela nous donne. Un astroblème avec des dépôts de remplissage et de retombées dans le cratère et tout autour du cratère, avec ces fameuses impactites alloctones qui nous intéressent aujourd'hui. Et dans les impacts les plus sévères, eh bien, nous aurons du magmatisme, et à Sudbury, il a été particulièrement important. Alors Sudbury, c'est compliqué. L'astroblème initial faisait probablement plus de 200 km de diamètre. Il a été incorporé plus tard dans une grande orogenèse ancienne et il a été déformé. Son côté nord a été retourné et chevauché. Et par-dessus tout cela, nous avons eu beaucoup d'érosion. Et ce qui nous reste de l'astroblème de Sudbury, c'est un tout petit morceau. Alors, au niveau des impactites, que va-t-on retrouver? Eh bien, cela sera essentiellement des brèches. Cela sera des brèches de retombées, car c'est du matériel éjecté dans l'atmosphère. Cela sera des formations alloctones, car cela sera du matériel mélangé et transporté. Donc, des brèches polygéniques et polylithologiques.
Et là aussi, nous aurons plusieurs types de brèches, selon l'intensité de la déformation et selon le dynamisme du transport. Alors le premier critère principal de reconnaissance, cela sera donc le caractère polylithologique de la brèche. Dans la roche, on reconnaîtra des clastes de plusieurs types de roches. Mais dans un premier cas de figure, on ne retrouvera pas de traces de fusion de roches. Alors voilà, ici nous avons cette photo d'une brèche de Rochechouart et qui est très commune. Alors cela ressemble à du béton, avec ses granulats dans du ciment. Ici, on voit des morceaux anguleux de roches de plusieurs natures lithologiques. Alors je ne dispose pas de la description complète de la roche, mais au vu de la photo, nous avons des éléments lithiques de couleur claire, cela peut être de l'orthogneiss ou un granit à grains fins, et qui sont bien oxydés par l'altération hydrothermale qui s'est développée par la suite. Puis nous avons des éléments lithiques de couleur foncée avec une foliation assez fine, donc probablement des paragneiss. Et tout cela est mélangé en vrac, dans une matrice fine de nature clastique, c'est-à-dire constituée d'éléments beaucoup plus fins. Il n'y a donc pas de tri et de classement des éléments lithiques. Le transport a donc été très bref. Deuxième cas de figure, ce sont les suévites. Et là, nous passons au stade supérieur, car nous passons à des brèches qui vont contenir du matériel vitreux. Les suévites, ce sont des brèches d'impact, avec une matrice clastique, et contenant des fragments de verre, ainsi que des fragments lithiques. C'est une roche qui se construit par frittage des fragments de roche et de fragments de verre dans une matrice clastique. Le mot suévite vient d'un mot ancien en latin qui désigne la région de la Souabe en Allemagne, là où se situe un astroblème, l'astroblème de Ris. Alors, voici une très belle photo de suévite de Rochechouart. C'est une brèche polylithologique avec une matrice très fine de couleur rougeâtre en raison du fer oxydé qu'elle contient. Nous avons des éléments lithiques avec des fragments de socle de toute nature. Et puis, nous avons ces clastes de couleur verte. Alors, ce sont des éléments vitreux, mais pas mal altérés depuis leur formation. Et c'est cela qui qualifie cette roche de suévite. Troisième cas de figure, et nous montons encore un cran au-dessus des suévites dans l'intensité. Ce sont les brèches d'impact de fusion, ce que les anglo-saxons appellent des impact melt breccia. Alors comme les suévites, ces brèches contiennent des éléments vitreux et des éléments lithiques, mais elles contiennent aussi du verre dans la matrice. Et ces brèches d'impact de fusion, on va souvent les retrouver sous forme de filons ou de cils. Voilà un très bel exemple de ce type de brèche d'impact de fusion que l'on va retrouver à Rochechouart. Alors le verre, cela s'altère très vite avec le temps. Et Rochechouart, c'est plus de 200 millions d'années. Et nous avons eu aussi de l'altération hydrothermale, d'où la couleur jaunâtre de cette roche, c'est du fer oxydé comme dans la rouille. C'est très altéré, mais on reconnaît encore bien les figures contorsionnées du verre dans la matrice. Il y a des éléments lithiques de couleur foncée avec une foliation, donc probablement des paragneiss, et des éléments lithiques de couleur plus claire. Voilà un autre exemple de cette brèche, couleur rougeâtre, toujours à cause du fer oxydé. Et là, on y devine des éléments lithiques, mais ils se confondent avec la matrice. Ce sont des fragments de roche qui ont reçu un gros coup de pression, une grosse onde de choc avant d'être éjectés. Et sous une telle pression, l'onde de choc désorganise tous les réseaux cristallins. Ces roches et ces minéraux ne sont pas loin d'avoir été transformés en verre. Alors c'est une transformation qui se fait sans passer par une fusion. C'est une transformation à l'état solide. C'est juste que l'onde de choc, elle a été tellement forte qu'elle a désorganisé les réseaux cristallins. Et on forme ce que l'on appelle un verre diaplectique. Vous voyez aussi dans cette photo l'élément lithique, ce fragment de granit, eh bien, il devient évanescent. Il est comme estompé et effacé dans la matrice. Alors ce que l'on voit aussi, eh bien, nous voyons plein de trous de taille millimétrique, c'est ce qu'on appelle des vésicules. Donc pour cette roche, on parle ici de texture vésiculaire. Même le granit, il est affecté, même si les vésicules y sont plus petites. Alors ces vésicules, elles sont rondes ou allongées, elles ne fracturent pas la roche. La chose s'est faite comme si le granit était devenu pâteux, et c'est effectivement le cas, car sous le coup de la chaleur, les matériaux deviennent déformables de manière ductile et plastique. Quatrième et dernier cas de figure, on monte encore dans l'intensité et on arrive à ce que les anglo-saxons appellent des impact melt rocks. Et c'est ce qu'on pourrait traduire simplement par le terme de roche fondue d'impact. Ce sont des roches où la partie vitreuse est prédominante et tous les fragments lithiques sont minoritaires ou absents. Le plus bel exemple de cela nous est sûrement fourni par un astroblème en Sibérie, c'est l'astroblème de Popigaï. L'impacteur, c'est un astéroïde de 5 km de diamètre, au moins, et qui est tombé à la fin de l'Éocène il y a 35 millions d'années.
construit. Cette photo, elle est remarquable. L'analyse est un très bon exercice. Alors, que voit-on? Alors, la forêt en arrière-plan donne l'échelle. Déjà, on voit deux types de formations séparées par une surface bien nette. C'est une surface discordante. La formation inférieure fait bien une centaine de mètres de haut et c'est une formation bréchique. Et on y observe plein de mégablocs de plusieurs décamètres qui sont anguleux et enchâssés dans une matrice clastique. C'est donc une brèche polylithologique à dominante clastique et à cette échelle, on ne voit pas d'éléments vitreux. Et au-dessus de cette surface de discordance, on voit une formation de couleur foncée et elle est prismée. Cette prismation, nous la reconnaissons bien, elle est caractéristique d'un refroidissement rapide. Alors cela ressemble à une coulée, mais cela peut être un filon. Rapprochons-nous et jetons un coup d'œil sur ce corps lavique. Alors la photo, elle n'est pas de très bonne qualité, mais on y perçoit des taches blanches anguleuses. Ce sont des éléments lithiques anguleux, probablement des fragments de socle qui ont été éjectés. Alors cette roche, elle est appelée tagamite dans la littérature. C'est indubitablement une roche fondue d'impact qui contient des blocs plurimétriques de socle et qui se sont incorporés dans la tagamite par la suite. Mais le scénario précis de la formation n'est pas très bien connu. Enfin, pour être complet, sur les roches fondues, mentionnons les tectites. Alors les tectites, ce sont des petites gouttelettes de lave, des petites particules de verre qui ont été éjectées lors des impacts à très grande vitesse et qui ont été éjectées sur de grandes distances, de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres. Alors ces tectites, elles ont une taille qui vont du millimètre au centimètre. Cela ressemble à du verre volcanique, à de l'obsidienne. Elles ont des formes de petites sphères, de petites gouttes, de petites larmes ou de petites altères. Et ce sont des éjectats. Nous avons aussi le verre d'impact. Vous voyez, celui-là, il est de couleur verte. C'est la raison pour laquelle on l'appelle aussi le verre vert. Et on en trouve pas mal dans une partie du Sahara, en Libye et en Égypte. Et on l'appelle le verre libyque. Alors ces roches, elles ont beaucoup intrigué les géologues au début, car on ne comprenait pas comment cela s'était formé. Et comme bien souvent, ce sont les essais nucléaires qui nous ont permis de comprendre. Et on a compris lorsque les Américains ont réalisé l'essai Trinity le 16 juillet 1945. Vous savez, c'est le premier essai d'une bombe atomique au Nouveau-Mexique. Alors sur le site de l'essai, la chaleur a été telle que le sable au sol a fondu et il a formé un verre similaire de couleur verte, avec un sol qui était vitrifié sur une zone d'un rayon de 350 mètres. Alors ce verre, il s'est constitué à partir d'un sable arcosique, c'est-à-dire constitué de grains de quartz et de grains de feldspath qui ont complètement fondu. Et ce verre, les spécialistes lui ont donné le nom de trinitite. Bon, cela n'explique pas tout, cependant, car si on sait que ce verre libyque a été produit par un gros flash lumineux, une grosse bouffée de chaleur, on ne retrouve pas de traces d'impact dans la région. Alors, l'explication qui est donnée est la suivante. Eh bien, ce verre libyque, cela serait le résultat du passage d'une comète qui serait passée très près, mais qui n'aurait pas percuté la surface terrestre. Alors, pour la petite histoire, ce verre libyque, il avait une grande importance pour les anciens Égyptiens. Et ici, nous avons le pectoral d'un pharaon bien connu, puisqu'il s'agit de Toutankhamon. Et le scarabée, au milieu, eh bien, je pense que vous l'avez reconnu, il est fait avec ce verre libyque. Alors on l'a dit, il y a pas mal de points communs entre une éruption volcanique et un impact cosmique. Eh bien, mise en garde. Tout ce qui est bréchique n'est pas forcément une impactite. Les impactites, ce sont plutôt des formations plutôt rares à la surface terrestre. Par exemple, vous voyez cette roche, c'est une brèche polylithologique à matrice clastique. Elle aurait pu se former à la suite d'un impact. Eh bien non, pas du tout. C'est une brèche volcanique, plus précisément une brèche pyroclastique, suite à l'explosion d'un volcan en éruption. Autre exemple, avec cette brèche, avec des clastes anguleux de verre, et qui contient aussi d'autres éléments lithiques. Est-ce que c'est une impactite? Eh bien non, c'est une brèche hyaloclastique qui provient d'Islande. Alors on l'appelle comme ça parce que cette brèche, elle a incorporé des hyaloclastites, c'est-à-dire des éléments de verre, des matériaux qui se sont refroidis très vite par trempe thermique et qui ont été fragmentés et expulsés lors d'une éruption volcanique. Voilà, pour terminer, je présente ce petit dessin qui est tiré de cet article et qui nous résume bien ce que nous avons ici. Donc ici, les brèches polylithologiques, ici les suivites, ici les brèches de retombée, ici les brèches de fusion d'impact, et ici les roches fondues d'impact.
Voilà, ici avec cette dernière petite vidéo se termine notre série consacrée à l'altération des roches due aux impacts d'objets cosmiques percutant la surface terrestre. Cette dernière vidéo, elle s'est focalisée ici sur les phénomènes aériens qui accompagnent un impact céleste. Maintenant, nous connaissons bien les outils qui nous permettent de caractériser un impact en termes d'énergie, de masse, de vitesse de l'impacteur. Cela nous permet de modéliser la taille, le type de cratère et cela nous permet d'appréhender le type de risque. Alors nous avons vu les 4 grands types de risques. Si par malheur un objet venait nous percuter, à savoir la boule de feu, le séisme, le bombardement de débris et enfin l'onde de choc associée à des rafales de vent. Nous avons vu aussi les différents types d'impactites alloptones, donc ce sont les brèches polylithologiques à matrice clastique, ce sont les suévites, ce sont les brèches d'impact de fusion et ce sont les roches fondues. Pour la prochaine fois, on se retrouvera pour parler de la désagrégation mécanique. C'est un sujet très classique dans un cours sur l'altération des roches. À bientôt!